Très bien. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Euh, Moi, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour ce soir d'Anouk. J'ai Gilles, en attendant, qui me parlait de cerveau droit. Donc, on est là pour l'alliance du cerveau droit et du cerveau gauche. Mosaïque, c'est aussi notre meilleur allié, c'est l'inconscient. Donc, on est parti pour ça avec Anouk aujourd'hui et c'est un thème super. J'ai quelques petites choses à vous partager juste avant qu'on démarre pour pas pour que vous ayez tous l'info. Donc, euh, on a le prochain phosphore qui sera que je vous dise de bêtises, le 26 janvier à 18h15. Dessiner, rendre visible l'invisible, qui sera animé par Alban de Montreuil. Et puis, vous avez dû recevoir la newsletter sur vos comptes, dans lequel il y a énormément d'infos, notamment sur les masterclass et sur tous les prochains événements qu'on va organiser chez International Mosaïque. Nous allons bientôt terminer l'année 2021 pour ouvrir l'année 2022, qui sera aussi une année de célébration pour l'école, puisque l'année prochaine, nous allons fêter nos 30 ans toute l'année. Voilà, donc avec plein d'événements et plein de belles choses qui vont se passer. Voilà, je vous souhaite à tous de belles fêtes si je ne vous parle pas d'ici là. Et puis, bah, je suis ravi que vous soyez nombreux, toujours présents à nos phosphores. Voilà, Anouk, si tu veux bien, je te passe la main. Allez, c'est parti. Merci Christophe pour cette introduction. En fin de phosphore, je rappellerai aussi le prochain phosphore qui sera organisé le 26 janvier. Le thème d'aujourd'hui, en tout cas le thème que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui, c'est l'alliance de la métaphore et du questionnement. Et je l'ai choisi en fait avec plusieurs intentions. La première, c'était de partager peut-être un peu plus mes réflexions, mes expérimentations autour des approches symboliques. Pour celles et ceux qui me connaissent, ce sont des approches qui me plaisent, avec lesquelles j'aime à travailler, à accompagner mes clients. Et donc, j'ai eu envie d'avoir ce soir un phosphore, donc un peu avant Noël, un phosphore autour de ces approches symboliques, en choisissant le thème de la métaphore et en travaillant, en réfléchissant avec vous aussi autour de la métaphore, avec l'intention de peut-être faire un pas de plus dans la clarification des modalités de questionnement qu'on peut utiliser autour de la métaphore. Voilà mes deux envies, et donc j'avais envie de vous faire partager un petit peu ces recherches, ces expérimentations. J'ai imaginé ce phosphore avec une première partie où je vous raconte un petit peu ce que j'ai voilà, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai expérimenté, et une deuxième partie pour vous faire en sous-groupe expérimenter en groupe de quatre le questionnement que je vous proposerai autour de l'émergence des métaphores. Voilà un peu le programme pour nous ce soir. J'ai envie de vous dire peut-être en introduction et au démarrage, si vous avez envie, pour ceux qui en auraient envie et celles qui en auraient envie, de prendre un temps de connexion, voilà, un temps tranquille. Peut-être que vous rentrez du boulot, peut-être que vous n'avez pas encore complètement coupé, en tout cas mis de côté votre journée de travail, votre journée d'activité. Donc moi, j'ai envie de vous proposer pour démarrer de prendre un temps pour vous connecter tranquillement, une respiration, deux respirations, trois respirations. Voilà, de revenir à un temps pour vous dans ce partage et simplement dans le fil de conversation, de partager la métaphore voilà, de votre état de ce soir. Quelle est l'image qui vous vient quand vous vous connectez à votre état de ce soir, de partager cette image-là, cette métaphore-là dans notre fil de conversation. Pas forcément avec un but de rebond, mais c'est surtout pour que vous puissiez vous connecter à cet espace intérieur. Donc, quand elles viennent, je vous propose de les partager. Merci Christophe d'avoir initié le mouvement de partage. Merci à toi. Ok.
des métaphores aquatiques ce soir, métaphores de neige, de feu. Merci à vous pour ce temps de partage et ce temps de connexion. Un insecte. C'est Rémi, l'insecte dans la savane, ce soir. Souffle. Ok, Ségolène, un nœud. Merci beaucoup pour ces partages. Je vais laisser défiler tranquillement. Vous pourrez lire et regarder un peu dans quelle disposition chacun et chacune se trouve. J'ai donc un document que j'ai envie de vous partager qui va me permettre de vous présenter un peu ce que j'ai imaginé vous raconter ce soir. Voilà, j'espère que vous voyez tout ça. Normalement, c'est tout bon. Si jamais il y avait des récriminations, vous n'hésitez pas. Si vous ne m'entendez pas, s'il y a quoi que ce soit, à me faire un message dans le fil de conversation. Alors, cette alliance de la métaphore et du questionnement, elle est partie donc avec ces deux objectifs-là, en fait, de l'intention de vous partager que permettent les métaphores et plus largement les approches symboliques en coaching. Et la deuxième intention étant de quel questionnement allier à la métaphore pour permettre l'élargissement du champ de conscience en limitant les interférences dans l'élaboration du client. En fait, c'est ce point-là qui est important pour moi de vous partager ce soir et je vous expliquerai un petit peu pourquoi c'est devenu important pour moi par rapport à ma pratique. Et nous sommes là dans ce phosphore centré autour d'une des compétences du coach de l'ICF, qui est la faciliter les prises de conscience et l'apprentissage du client en utilisant des outils et des techniques tels que le questionnement puissant, le silence, la métaphore ou l'analogie. Donc, je me suis référée à cette compétence et ça me semblait important de pouvoir se raccrocher à cette compétence que nous continuons de développer, nous poursuivons notre développement perpétuellement autour de ça. J'ai bien aimé la petite phrase de Jean-François Ricard, appelé autrement Jean-François Revel. Alors, c'est le papa, j'ai découvert que c'était le papa de Mathieu Ricard, qui dit « La métaphore est un doigt pointé vers la lune, c'est la lune qu'il faut regarder, pas le doigt ». Alors, ça m'a rappelé une autre citation autour de la lune et du doigt. Mais au-delà de ça, ce qui m'a intéressé dans cette citation, c'est à quel point il est intéressant dans notre métier d'écouter avec grande attention les métaphores de nos clients. Alors, que permettent les métaphores et d'où vient ce terme métaphore et que permettent les métaphores dans notre métier? Eh bien, ce métaphore, c'est un emprunt au grec qui vient du terme métaphora. Vous savez, pour celles et ceux qui me connaissent, que j'aime bien en revenir à chaque fois à l'étymologie quand je travaille sur un sujet. Et ce métaphora signifie proprement, littéralement, transport. Et depuis Aristote, alors Aristote a enrichi un petit peu la signification de ce terme en lui donnant un sens orienté autour du changement, orienté autour de la transposition de sens. Selon Alain Rey, qui est un linguiste et un lexicographe auquel je me réfère souvent, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, selon Alain Rey, la métaphore implique que la relation entre un mot ou un groupe de mots et ce qu'il désigne habituellement disparaît. Alors, ce qui m'a intéressé dans un premier temps, c'est ce sujet à la fois de la dimension de transport, en tout cas de transposition que permet la métaphore quand on est dans notre métier, ça vous le savez. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est à quel point, finalement, quand on écoute le linguiste, elle est aussi vectrice d'une forme de disparition. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du sens qui disparaît et autre chose, me semble-t-il, qui va apparaître avec l'utilisation de la métaphore, avec le recours à la métaphore. Alors, la métaphore, c'est très simple. J'ai écouté il n'y a pas si longtemps quelqu'un parler de ce sujet et qui disait que je crois que toutes les moins de 2 minutes, nous utilisons dans notre langage courant un certain nombre de métaphores. Il y a énormément de métaphores qui ont été transposées dans notre langage aujourd'hui. Voilà, j'en ai plein le dos, j'en ai plein les baskets. Vous en trouverez plein, j'imagine, dans votre usage courant. Et c'est intéressant parce qu'il y
a une forme à la fois de disparition du sens et de recréation d'un sens un peu autre, un peu différent pour celui ou celle qui l'utilise. Donc ce mot, ce véhicule, cette image devient un véhicule dont l'inconscient va se nourrir. Et c'est ça qui va nous intéresser évidemment dans notre pratique de coach. Et ça, vous le savez, puisque vous utilisez, j'en suis sûre aussi, les métaphores. Alors, pour revenir un peu sur l'approche symbolique en coaching, la métaphore fait partie du champ que nous utilisons dans les approches symboliques en coaching. Et alors, juste pour celles et ceux qui n'ont pas les micros fermés, je veux bien que vous fermiez vos micros, s'il vous plaît. Ça permet de limiter les interférences. Moi, j'essaie de fermer un peu ce que je peux quand je les vois. Voilà, merci beaucoup. Quand j'ai écrit mon mémoire de certification autour des approches symboliques en coaching, et évidemment, la première chose que l'on fait quand on travaille sur les approches symboliques, en tout cas que moi j'ai faite, c'est rechercher, encore une fois, l'étymologie de ce terme symbolique. Et là encore, le terme symbolique vient du grec. En grec, symbolon signifiait les deux parties en fait, d'une tablette d'argile, d'une pièce d'argile, que l'on partageait entre deux co-traitants dans le cadre d'une affaire, d'un contrat, d'une vente. Et pour se reconnaître, en fait, c'était un moyen de reconnaissance. Cette tablette d'argile qui avait été rompue, pour se reconnaître, il fallait rapprocher les deux morceaux qui devaient s'emboîter parfaitement. Et quand les morceaux s'emboîtaient parfaitement, l'acheteur ou le vendeur avait retrouvé son co-contractant et pouvait réaliser la transaction. Ce qui permettait, quand un marchand vendait une marchandise, par exemple, sans l'avoir encore, un pêcheur sans l'avoir pêché, de pouvoir ensuite retrouver son co-contractant, celui qui lui avait acheté par avance la marchandise, par exemple. Plus tard et très longtemps, en fait, cette astuce, en fait, cette façon de procéder en symbolum a été utilisée pendant très longtemps et même encore pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants en fait avaient aussi des stratégies comme ça de reconnaissance, de reliance, pour se retrouver, pour se reconnaître. Par exemple, ils partageaient un billet de banque en deux et on se reconnaissait, on savait que la personne à qui on avait affaire était notre contact dans la résistance parce que les billets de banque se rejoignaient, s'emboîtaient parfaitement. Donc, c'était une autre façon de pouvoir se reconnaître. Alors, voilà. Étymologiquement, le symbole, c'est donc d'une certaine façon ce qui rassemble et ce qui permet aussi de se reconnaître. C'est d'une certaine façon, et moi c'est ce qui m'intéresse, l'accueil d'une altérité, en tout cas l'accueil de quelque chose qui est autre, en confiance, et la création d'un lien entre les deux dimensions de ce symbole. Alors, le symbole, l'utilisation symbolique, l'approche symbolique, elle est reliée à un sens caché. Et ce sens caché, en tout cas la signification qui est portée par le symbole, elle est agissant pour celui qui le manie, pour celui ou celle qui le manie. C'est-à-dire que quand nous écoutons quelqu'un évoquer un symbole, le symbole, d'abord, est agissant pour celui ou celle qui le nomme. C'est-à-dire qu'il y a un sens profond pour cette personne-là qui lui fait choisir ce symbole, cette métaphore. Donc ce symbole, il est vraiment relié au champ du sens et relié dans les profondeurs à la personne qui l'utilise. Et on dit par ailleurs que le symbole est polysémique, c'est-à-dire que le symbole a plusieurs sens. Un même symbole va souvent présenter une polarité, en tout cas contenir dans sa signification une polarité. Je vous donne l'exemple du feu, qui est un symbole, à la fois le symbole de ce qui brûle, de ce qui fait mal, mais aussi c'est le symbole de la chaleur, c'est aussi le symbole de la transformation. Donc le symbole est polysémique par essence, ce qui fait que finalement, quand nous utilisons un langage symbolique, eh bien, il y a fort à parier que chacun et chacune il puisse y poser sur ce symbole une représentation qui lui est sienne, une représentation qui peut être différente en fait de celle qu'ont les gens qui nous entourent. Et j'en veux pour preuve, il y a 10 jours, j'ai animé un coaching collectif pour un comité de direction et j'ai fait travailler la vision partagée avec ce que vous connaissez qui est le photolangage.
Et donc, avant ce photolangage, c'était une entreprise avec des personnes qui étaient issues, en tout cas qui ne pensaient pas être en capacité d'aborder ce champ symbolique de façon aisée. Et donc, il y a eu quelques réticences avant de travailler sur ce photolangage, cette vision partagée autour d'images, autour de symboles. Et les retours qui m'en ont été faits après, c'est que ces membres de CODIR avaient complètement été bluffés par la capacité en fait et la rapidité à faire groupe, à faire équipe autour de ce qui était sorti, autour de cette vision partagée, cette vision symbolique, parce que finalement, chacun et chacune s'était retrouvé d'une certaine façon. En tout cas, le sens qui avait été pris par le tableau était adopté par chacun et chacune. Très, très vraisemblablement, quand j'ai interrogé les uns et les autres, eh bien, le sens était varié pour chacun, mais en tout cas, les représentations, cet espace leur permettait d'accorder des représentations différentes et leurs représentations différentes. Donc, en ça, le symbole est polysémique, c'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs sens. C'est un petit peu comme un cristal avec des facettes, et en fonction d'où on regarde, eh bien, on voit certaines choses ou d'autres voient d'autres choses. Donc, l'approche symbolique en coaching, si je résume évidemment de façon rapide, elle permet de visiter nos polarités, elle permet d'aller regarder nos contradictions, elle permet aussi de réunir des éléments parfois épars quand on travaille en approche symbolique avec nos clients. Elle permet aussi parfois de créer une unité de fonctionnement, elle permet aussi de remobiliser, de rassembler de l'énergie, et tout ça au service des demandes de nos clients. Puisque quand le travail se fait autour du symbole, eh bien, ça va connecter sur le champ du sens, dans les profondeurs, on va dire, à l'intériorité de nos clients, pour ne pas parler parfois même de leur inconscient. Alors évidemment, ces approches symboliques en coaching, elles sont multiples, et vous en utilisez déjà, j'en suis sûre, un certain nombre. Dans les métiers d'accompagnement, vous connaissez par exemple les approches en lien avec les images. Donc on parle aujourd'hui de la métaphore, on va regarder métaphore et questionnement ensemble, mais les associations d'images, le dessin symbolique, les outils projectifs, le photolangage, tous ces outils-là sont des approches en lien avec les images et des approches symboliques. Au-delà des approches en lien avec les images, dans le champ des approches symboliques, il y a aussi le champ avec les approches en lien avec les constructions. Donc tout ce qui est de l'ordre de la construction manuelle, les Lego, la pâte à modeler, les cubes et ainsi de suite. Moi, j'ai manié ça aussi avec beaucoup de plaisir avec un certain nombre d'équipes. Je mets aussi, moi, les approches en lien avec le géospatial, en fait. Tout ce qui est marcher, on dit marcher sur son cerveau, les niveaux logiques de Robert Dills, l'approche tête-cœur-corps, les nuages, toutes ces pratiques-là aussi, c'est-à-dire qu'on d'un certain côté, le champ spatial, l'espace avec lequel le client travaille, devient aussi un espace dans lequel on utilise et devient un espace symbolique. Les approches narratives, l'écriture d'histoire, le conte, sont aussi des approches symboliques. Les approches en lien avec les archétypes eux-mêmes et le voyage du héros sont des approches symboliques. Donc vous voyez, il y a beaucoup en tout cas à mon sens, il y a énormément d'approches que nous utilisons dans les métiers d'accompagnement qui sont des approches symboliques. Alors, qu'est-ce qu'elles permettent, ces approches symboliques? J'ai commencé à vous en parler un petit peu. Dans mon mémoire de certification, j'avais utilisé évidemment plusieurs sources, plusieurs axes de recherche. Et un des axes qui m'a parlé, en tout cas qui a nourri ma réflexion, c'est les travaux de Luc Biget. Donc, Luc Biget est docteur en sciences, il est consultant, il est écrivain, il a fondé aussi l'Université du Symbole. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent. Et Luc Biget dit de la pensée symbolique qu'elle aide à la compréhension du monde subjectif, mais elle n'explique rien. Et je trouve cette phrase intéressante par rapport à ce que je vais vous partager après, c'est-à-dire que pour moi, elle fait le lien entre le fait que l'approche symbolique permet au client d'aborder son monde subjectif, et en même temps, nous n'avons pas, à mon sens, en tant que coach, à utiliser cela dans un champ explicatif. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours quelque chose qui est à expliciter. Pour moi, c'est un monde subjectif qui est à visiter avec nos clients, mais qui n'est pas forcément à expliciter, à faire expliciter. Chercher le pourquoi on a représenté telle chose, pourquoi ceci, pourquoi cela.
L'approche symbolique, donc, selon Luc Biget encore, elle est opérative, ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le domaine du sens et dans les profondeurs. Alors pour Luc Biget, il va même un peu plus loin, il dit que la connaissance symbolique, le fait aussi de connaître le champ symbolique, le champ lexical des symboles, c'est pour lui la science du sens. Ça s'apparente à la science du sens. Je trouve ça assez joli. Donc, à partir de mes apprentissages théoriques, de mes recherches, de tout ce que j'ai appris aux côtés d'International Mosaïque et aussi par ailleurs, et de mes mises en application lors de mes coachings, j'ai remarqué, en fait, j'ai un peu formalisé d'une certaine façon 3 leviers que permettent d'actionner l'approche symbolique en coaching. Je ne vais pas les détailler énormément, ça pourra faire l'objet peut-être de prochains partages, mais en tout cas, je vais au moins vous les partager de façon succincte. Donc, l'approche symbolique en coaching, elle peut avoir une fonction, en tout cas un levier, que j'ai nommé un levier qui s'appelle le levier révélé. Là, l'approche symbolique, je la considère comme un outil d'exploration dans ce cas-là. Pouvoir, à partir d'une image, par rapport à une situation, à partir d'une image ou à partir d'autre chose, d'une construction, pouvoir explorer plus largement, ouvrir le champ, accompagner le client à ouvrir son champ de conscience, à trouver des ressources, à trouver des solutions par lui-même. Donc ce premier levier, pour moi, c'est le levier qui s'appelle révéler. Un deuxième levier que permet d'actionner l'approche symbolique, c'est de réunir. Je vous ai parlé tout à l'heure de la dimension, la dimension polaire, en tout cas de polarité du symbole. Et pour moi, en utilisant l'approche symbolique dans certaines situations avec mes clients, elles se sont positionnées comme presque un outil de médiation, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du client, c'est fait une forme de réunification entre un certain nombre de tensions intérieures en lien avec ces polarités. Donc, les approches symboliques, à mes yeux, elles sont aussi en capacité de réunir. J'ai une situation dans laquelle je sens de la tension, je suis un peu comme coupée en deux, parfois, c'est ce que disent les clients. Et le fait d'explorer cette situation avec les symboles permet souvent de faire émerger un tiers, de faire émerger une médiation par rapport à ce tiraillement, par rapport à cette polarité. Et puis, le troisième levier qui m'est venu quand j'ai travaillé autour de ça, c'est le levier de transformation. C'est-à-dire que l'approche symbolique est aussi un outil de mutation, un outil d'évolution pour nos clients. Et quand on utilise, alors notamment les archétypes et le voyage du héros, mais beaucoup d'autres approches, se passe aussi quelque chose de l'ordre de la mutation, de l'ordre du nouveau chez nos clients. Donc, il y a un levier transformatif. Donc, ces 3 leviers sont pour moi révéler, réunir et transformer. Ce sont les 3 leviers que permettent les approches symboliques. Il y en a peut-être d'autres. À ce stade, je ne les ai pas encore, en tout cas, théorisés ou en tout cas rendus conscients pour moi, et je vous partage aujourd'hui ces 3-là. Alors, quelles sont les limites aussi que j'ai rencontrées dans cette pratique, si je recentre un peu autour de la métaphore, autour de l'accompagnement avec des dimensions symboliques, eh bien, moi, il m'est apparu qu'il y avait un certain nombre de limites et de risques pour nous en tant que coach, même en travaillant dans un cadre déontologique, même en travaillant évidemment avec une demande de nos clients. Nous avons un certain nombre de risques, et notamment des risques comme l'interprétation, c'est-à-dire de partir sur des reformulations interprétatives de nos clients, parfois des inductions, c'est-à-dire quand notre client nous livre son image, sa métaphore, ce qui le touche, ce qui lui parle, de parfois, malgré nous, dans notre questionnement, induire quelque chose, induire une suite, induire une action, induire une reformulation, enfin en tout cas induire quelque chose qui n'a pas la place dans la tête de notre client, mais que nous mettons là, parfois de façon maladroite. Un troisième biais, me semble-t-il, c'est le biais de projection. C'est-à-dire la difficulté parfois en tant que coach à nous projeter dans la situation du client et à du coup, comme le symbole est polysémique, nous projeter avec notre propre interprétation du symbole ou de la métaphore du client. Un biais aussi, une limite ou un risque de simplification.
c'est-à-dire de ne prendre qu'une partie ou de ne choisir en tant que coach d'aller faire travailler notre client sur une partie de son dessin, une partie de sa métaphore et de laisser de côté, en tout cas d'induire un choix, une simplification dans le travail qui se fait avec les clients. Et parfois même, une des limites, un des risques que je me suis aussi noté, c'est ce que j'appelle, enfin ce que nous appelons, je crois, beaucoup appelé ça la psychologie de comptoir, c'est-à-dire de tirer des espèces d'horribles conclusions hâtives sur les dessins de nos clients, même si parfois il y a des choses en tout cas qui peuvent nous sauter aux yeux, mais attention à ces effets de simplification, de projection, de psychologisation me semble-t-il, autour de la métaphore. En tout cas, n'étant pas thérapeute, ce n'est pas mon métier. Et donc, pour limiter ces risques, pour limiter ces biais, je me suis demandé quel questionnement je pouvais allier à la métaphore. En tout cas, quel questionnement je pouvais imaginer, trouver, expérimenter pour, d'une certaine façon, polluer le moins possible, si je peux dire comme ça, polluer le moins possible l'espace de mes clients. Que ce soit d'ailleurs en accompagnement individuel et en accompagnement collectif. Je partage là avec vous, mais il me semble que ce que je vais vous présenter après, et pour avoir un peu fait des recherches autour de ça, ce sont des techniques qui s'utilisent à la fois en approche individuelle et en approche collective. Donc en cherchant, je suis tombée sur un monsieur. Voici le monsieur. Ce monsieur s'appelle David Grove, qui est un psychothérapeute néo-zélandais d'origine européenne par son papa et maori par sa maman. Ce monsieur est décédé, il est décédé il n'y a pas si longtemps finalement, en 2008. Enfin 2008, moi j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps finalement, peut-être aussi parce que je ne veux pas voir le temps passer. Et David Grove, c'était un thérapeute qui observait souvent, d'abord il était très j'ai envie de dire amoureux de l'utilisation des métaphores, parce qu'il envoyait la puissance, il envoyait dans ses séances de thérapie, il dit aussi la sérénité qui était produite par le travail qu'il faisait autour des métaphores avec ses clients. Et en même temps, il observait que la perception du client lors des séances, elle pouvait être contaminée d'une certaine façon par les perceptions de l'intervenant, qu'il soit coach ou thérapeute, parce que David Grove a travaillé aussi beaucoup avec l'univers des coachs. Et ça, c'était un vecteur pour lui d'insatisfaction. Et de fait, il a eu une intention forte dans sa carrière, dans son parcours, c'est de continuer à utiliser ce levier puissant qu'est la métaphore, qui, selon lui, peut générer beaucoup de sérénité et d'apaisement et un travail riche dans les profondeurs, tout en développant un questionnement qu'il a appelé un questionnement propre. Alors, je mets propre entre guillemets parce que c'est ce qu'il a appelé le clean language en anglais, donc c'est une traduction un peu littérale, mais de ce qu'il a fondé, qui est un questionnement propre permettant de limiter la contamination, de limiter l'influence, la déformation, l'interprétation au service du travail du client. Donc c'est ce qu'il a imaginé. Et donc, il a développé ce clean language pour pouvoir permettre au client, sans trop d'interférence de l'accompagnant, de vivre, de découvrir, d'explorer et de modifier par lui-même les métaphores et ses représentations personnelles, son modèle du monde, pour pouvoir faire lui-même, le client, ses évolutions. Donc, la personne qui est à l'origine de ce que je vais vous présenter après, c'est David Grove. Alors, évidemment, le travail de David Grove, c'est un travail qui est un travail plus riche dans toutes ses dimensions que ce que je vais vous présenter. Je vais vous en présenter une petite partie de ce fameux langage propre. Et si ça vous intéresse, il y a un certain nombre de sites en français, en anglais, de formations autour de ce clean language. Alors, le principe, en fait, c'est d'accompagner, lors du travail métaphorique du client, d'accompagner la modélisation en faisant appel à 7 espaces de base. En fait, il a appelé ces 7 espaces les 7 espaces de base en clean language. Il y a un premier espace qui s'appelle l'espace des attributs. L'espace des attributs, vous verrez après, c'est finalement quels sont les attributs en tout cas de la situation qui va être explorée par le client.
Il y a un deuxième espace qui s'appelle l'espace de localisation. Donc là, c'est où va se trouver la métaphore, l'image, le thème du client, où est-ce qu'on peut vraiment le voir, mais physiquement, hein, par rapport au client, ça va être, est-ce qu'il est à l'intérieur du client, est-ce que ce qu'il voit est à l'extérieur de lui, comment il se localise vis-à-vis de la métaphore qui va apparaître. Un troisième espace va être l'invitation à la métaphore, c'est-à-dire là d'aller faire émerger par rapport au thème et au sujet de la demande du client une métaphore par rapport à ce sujet. Je vous montrerai après le processus de façon plus détaillée. Un quatrième espace, c'est l'espace des relations. Quelles sont les relations entre le thème du client et la métaphore? Quelles sont les relations entre les éléments, les différents éléments qui apparaissent dans la métaphore du client? Un cinquième espace, c'est l'espace des conditions. Donc là, ce sont plutôt l'espace des intentions, finalement, les intentions de cette métaphore, de cette image, qu'est-ce qu'elles lui permettent de révéler, les conditions d'apparition, les conditions pour se transformer. Il y a un certain nombre d'éléments de conditions, de questionnement autour de conditions. Un sixième espace qui est l'espace des origines, de la source, c'est-à-dire la source de la métaphore. D'où est-ce qu'elle vient? Ça, c'est principalement l'espace de l'origine. Et un septième espace qui va être la création d'un espace de questionnement temporel autour de cette métaphore. Qu'est-ce qu'il y avait avant cette métaphore? Qu'est-ce qu'il y aura après? Et de voir ce qui se passe avec le maniement de ces 7 espaces. Donc, David Dolke a défini une forme de processus, en tout cas d'invitation à la circulation autour de ces 7 espaces de base du clean language. Évidemment, au démarrage, avec un travail autour de l'accueil de la demande, avec une demande pour laquelle on va questionner de cette manière-là en tant que coach, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Par rapport à un sujet, ça peut être, on verra tout à l'heure, pour vous en tant que coach, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe pour vous? Ça, c'est le point de départ. Ensuite, il y a un accueil de cette demande, une exploration initiale, l'identification de la métaphore, et ensuite, 2 autres phases qui sont le développement de la métaphore, donc en allant travailler autour de ce questionnement propre qu'il a mis en place, que je vais vous partager juste après. Et puis le travail avec la métaphore, c'est rester dans la logique de la métaphore, continuer à l'explorer, puis peut apparaître une autre partie de métaphore. En tout cas, suivre la direction naturelle de la métaphore au fur et à mesure que dans le langage du client, elle va se transformer, se déployer, évoluer. Et une fois qu'on a fait mûrir les évolutions dans la métaphore, elles vont se consolider et elles vont donner au client, c'est ce qu'il a remarqué, une nouvelle façon de percevoir sa situation, une nouvelle façon d'avoir envie d'expérimenter des choses pour lui par rapport à la demande. Et puis ensuite, on peut faire un bouclage. Donc voilà le processus dans son ensemble. Vous voyez, il ressemble à des processus, j'en suis sûre, que vous connaissez déjà ou que vous maniez déjà. Il est un peu plus spécifique ensuite. J'ai un petit carré qui reste à afficher, c'est pas grave. Donc le point d'entrée, comme je vous l'ai dit, dans ce processus d'exploration, de questionnement, ça va être « qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe ?» Et ensuite, en fonction de la réponse du client, eh bien, le coach va questionner en demandant « et quel genre de chose est cette chose que vous avez envie qu'il se passe ?» Vous voyez, si par exemple votre client vous dit « j'ai envie de développer mon business », eh bien, vous allez pouvoir lui demander finalement ce business que tu as envie de développer, en tout cas cette chose que tu as envie de réussir, quel genre de chose est cette chose? Et est-ce qu'il y a d'autres choses à propos de ce sujet que tu as envie d'explorer? Ça, c'est le premier pas. Il y a un deuxième pas qui va être la localisation. Donc là, on va travailler tout le champ que je vous expliquais tout à l'heure autour de où précisément est cette chose que tu as envie d'aller chercher, de développer. On va travailler un autre espace qui va être l'espace des relations ensuite. Et ensuite va venir le temps d'inviter à la métaphore. C'est-à-dire par rapport à ce projet, à cette recherche que le client souhaite qu'il se passe, eh bien, on va permettre de faire émerger pour lui une image, une métaphore.
Et ensuite, il va y avoir un travail autour de la métaphore, dans l'ordre avec lequel le coach le sent. Il y a quelque chose aussi de très libre derrière ça. Mais en tout cas, une volonté d'étirer comme ça la métaphore autour de son origine, autour de l'espace temporel, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe après l'apparition de cette métaphore. Et aussi un travail après sur les conditions. Qu'est-ce que cette image-là aimerait qu'il se passe après? Qu'est-ce qui doit se passer pour que ça arrive? Qu'est-ce que l'image peut solliciter, en tout cas peut créer de nouveau pour le client? Je vous donne un exemple un peu plus concret d'accompagnement avec ces questions-là. Alors, c'est un exemple fictif, mais c'était important pour moi de pouvoir vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce qu'il y a un principe très très fort dans cette approche qui est la reformulation avec les mots du client. Alors, évidemment, vous connaissez bien ce sujet-là. Néanmoins, je souligne que dans cette approche, il y a vraiment un respect total et entier des mots du client et le fait de reprendre vraiment littéralement ce qui est offert par le client. Je vous donne un exemple. Dans ton métier de coach, qu'aimerais-tu qu'il se passe? Je veux développer mon activité. Tu veux développer ton activité, et quel est le mot qui va représenter le mieux ce désir? Le mot qui me vient, c'est croissance. Donc là, le croissance, si je le rapproche du schéma de tout à l'heure, croissance, ça va être le X autour duquel on va commencer à faire le travail de questionnement client. Quel genre de croissance est cette croissance? Je propose d'éteindre les micros pour celles et ceux qui ne les ont pas éteints. Donc, je vous montrais tout à l'heure, on va aller chercher en fait ce X-là, qui sont les mots du client qu'on va venir réinjecter dans le questionnement de façon très légère. Donc, quel est le mot qui va représenter le mieux ce désir, ce que tu as envie qu'il se passe? Eh bien, c'est le mot croissance. Et quel genre de croissance est cette croissance? C'est une croissance rayonnante. Et qu'y a-t-il d'autre à dire au sujet de cette croissance? C'est une croissance rayonnante et qui fait grandir ma notoriété. Et quel lien y a-t-il entre cette croissance et cette notoriété? Vous voyez, on explore le champ du lien, le champ des relations. Elles sont reliées par une énergie. Et cette croissance rayonnante et qui fait grandir ta notoriété, c'est comme quoi? Et là, on va chercher l'espace de la métaphore à ce moment-là. C'est comme un grand soleil. Et où se trouve précisément ce grand soleil? Il est devant moi, légèrement sur ma droite, et il y a un petit chemin qui m'y relie. Et ce grand soleil, avec ce chemin qui t'y relie, qu'y a-t-il juste avant? Donc là, après, on fait ce travail-là d'exploration juste avant, juste après. On peut même aller faire aussi un travail complémentaire sur le chemin. Et ce chemin, où se trouve-t-il? À quel endroit est-il rattaché? Est-il rattaché ou pas? On va pouvoir faire un travail après complet d'exploration autour des différentes composantes de la métaphore du client, en tournant avec les questions que je vous ai partagées juste avant. Dans cet accompagnement, il y a quelque chose de très, moi, il me semble, de très respectueux de la parole du client. C'est-à-dire que l'utilisation des questions propres, des questions clean, du clean language, c'est vraiment de reformuler en écho, de reprendre strictement les mots du client et de ne faire qu'un travail avec ces questions-là autour des mots du client et uniquement autour de ces mots-là. Donc, ça nécessite pour le coach une vraie présence, j'ai envie de dire une écoute active de ce qui se passe pour le client. Il y a une autre intention, en tout cas, c'est d'avoir un autre, à mon avis, rôle, ou en tout cas un autre point d'attachement fort, qui est d'avoir une envie sincère et curieuse d'exploration de la métaphore de son client, et de limiter ces effets qui peuvent parfois arriver de vouloir interpréter, de vouloir proposer des choses, de vouloir induire quelque chose dans notre questionnement d'accompagnement. Et évidemment, de toujours placer cette exploration en coaching dans le cadre d'un pacte de séance avec son client, bien sûr, avec une demande, avec un résultat souhaité pour la séance et avec un bouclage. Alors, j'ai envie de vous proposer une expérimentation, si vous en êtes d'accord, de ce clean language. Juste avant, si vous le voulez, peut-être on peut faire un petit temps, je regarde l'heure, un petit temps de
questions-réponses, si vous avez envie. Alors, soit par l'intermédiaire du chat, soit par l'intermédiaire de simplement de se parler tout bonnement, d'échanger ensemble. Est-ce que vous avez des questions avant d'oser expérimenter, sachant que je vous ai fait une trame pour l'expérimentation, quelque chose de léger pour pouvoir vous accompagner en groupe de 4. Pas de questions? Vous êtes prêts et prêtes à vous lancer? C'est chouette. Alors, dans le fil de discussion, je vais vous partager... Hop, je mets tout le monde dans le fil de discussion. Enfin, j'adresse à tout le monde un document que j'ai fait qui vous retrace les questions à poser. Je vous ai mis carrément une sorte de petit déroulé là pour pouvoir vous sentir à l'aise dans le questionnement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste avant de vous mettre en sous-groupe. Merci à celles et ceux qui... Oula, je vous ai perdu. Qui osent rester pour notre expérimentation, qui ont envie de partager ça. Hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, ce que je vous propose, ça va être d'expérimenter 2 accompagnements en groupe de 4, d'expérimenter 2 fois 10 minutes max. C'est-à-dire qu'en groupe de 4, ça fait 2 clients, 2 coachs et vous faites 2 accompagnements. Et puis de prendre 5 minutes pour partager vos apprentissages de ces 2 accompagnements en tant que coach, en tant que client, avec des observateurs qui gèrent pour vous le temps, qui vous accompagnent dans la gestion du temps. Et simplement de suivre un peu ce protocole-là que je vous ai partagé dans votre métier de coach. Qu'aimeriez-vous qu'il se passe? Voilà. Et puis de pouvoir dérouler ce questionnement, d'être simplement connecté au client que vous allez accompagner et de boucler en questionnant sur où en es-tu maintenant avec ce que tu aimerais qu'il se passe après cette exploration. Donc ça, c'est ce que je vous ai envoyé, mis à disposition sur le fil de discussion. Je vais vous mettre en sous-groupe de 4. Vous êtes 26, donc je vais faire, hop, vous êtes plus de 25. Au fur et à mesure du temps, il y a des gens qui s'en vont. J'espère qu'il y aura encore des courageux et des courageuses qui vont rester avec moi. Donc, on va faire 6 salles. Ça veut dire qu'il y aura une salle avec 5 personnes et des salles avec 4 personnes. Moi, je suis dans la grande salle et je vais passer dans les sous-groupes pour voir si vous avez besoin, si vous avez envie et besoin qu'on partage aussi ensemble sur ce que vous découvrez. Donc, je vous invite à regagner votre salle de discussion. À tout de suite. Merci Anouk. Je vous en prie. J'espère que ce n'est pas trop brutal. J'essaye, c'est toujours difficile. Non, on avait terminé, donc... toujours compliqué de vous ramener sans que ce soit... On a tenu le timing. Super. Le temps que les autres nous rejoignent, et je vais vous proposer simplement par petites touches pour celles et ceux qui veulent de partager ce que ça vous a fait vivre, soit en tant que coach, soit en tant que client, éventuellement des questions aussi, parce que j'ai échangé avec quelques personnes des autres groupes aussi autour de certaines questions. Je suis revenue. Voilà. Joyeux retour à tous dans cette dernière ligne droite. Oui. Super. Alors moi, j'ai envie de vous demander, simplement sur la base de l'envie, qui est-ce qui aurait envie de partager ce que ça lui a fait vivre, soit en tant que coach, soit en tant que client. Et je suis évidemment ouverte à vos questions, s'il y a des questions aussi sur le processus ou des remarques. Voilà. Tout est OK, c'est intéressant de pouvoir échanger autour de ça. Il nous reste une dizaine de minutes pour faire ça, une petite quinzaine de minutes. Je vous laisse la parole. Moi, je veux bien la prendre. Oui, Ariel. Alors, moi, j'étais coachée. Donc, ce que j'ai trouvé nouveau pour moi, c'est d'aller creuser, entre guillemets, une métaphore. Enfin, d'aller l'explorer. Et j'ai eu une question que j'ai trouvée assez déstabilisante sur le où, d'où vient, parce que voilà.
mais je me suis laissée emporter. Et du coup, en fait, que j'ai trouvé intéressant, c'est que la métaphore, donc j'étais sur l'image, je suis remontée dans ma tête, j'ai réfléchi à des choses, et puis après, je suis aussi redescendue dans des émotions. Donc, en fait, il y a eu une circulation là. Donc, je trouve ça très intéressant d'explorer ça. Enfin, voilà. Et après, j'ai une question, c'est que ça ouvre des choses, mais c'est vrai que je reste avec une petite difficulté d'interprétation. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ma demande initiale? Et là, j'avoue que le champ, je ne sais pas ce que ça dit. Est-ce que c'est vraiment en lien avec mon envie, ma demande initiale ou un besoin à ce moment-là? Voilà, là, j'ai une petite zone de confusion. Ok. Alors, ce que j'évoquais, c'est que le processus, d'abord, il est plus long que 10 minutes, hein, évidemment. Là, on fait quelque chose de très rapide. Et puis, peut-être pour donner des pistes par rapport à la question que tu as, Ariane, il y a aussi une dimension d'exploration qui se fait dans toutes les dimensions de ce paysage métaphorique qui est créé par le client. Autrement dit, tu as commencé le chemin, c'est-à-dire que tu as commencé un chemin d'exploration et il y avait probablement d'autres éléments constitutifs de ce tableau, de cet espace qui se crée sur l'avant, sur l'après, de cet espace métaphorique. Et donc, tu as fait une partie du chemin, mais il y aurait probablement à pousser un peu plus autour de ce que tu apprennes, ou en tout cas ce que te font vivre, et ce que te font vivre de façon inconsciente en termes de sens, les différents éléments du tableau, soit dans l'avant, soit dans l'après. Il y a tout l'espace aussi de conditions qu'on n'a pas exploré, hein. Je vous ai fait explorer une petite partie. Il y a l'espace autour des conditions pour qu'émerge cette métaphore, des conditions pour qu'émergent certains éléments de la métaphore qui sont à aller chercher. Donc tu vois, c'est aussi dans cet espace complet de questionnement, y compris jusqu'à la dimension des intentions et des conditions et des résultats que tu vas, à mon avis, qu'il y a probablement un peu plus de réponses par rapport à la demande qui émerge. Pour l'instant, tu es peut-être encore resté sur la dimension d'observation de ta demande et de quelques éléments qui étaient attenants, si je peux dire ça comme ça. Et je partageais que du coup, que le processus, il se passe en boucle, il est itératif, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez simplement attraper une autre image du client dans l'image, vous allez recommencer le processus. Et où elle se place, cette image-là, par rapport à la précédente. Et du coup, comment elle est reliée à la précédente. Est-ce qu'elle est reliée, est-ce qu'elle ne l'est pas. Et de recommencer le travail de qu'est-ce qu'il y a avant cette partie-là de l'image et qu'est-ce qu'il y a après. Et pour que cette image-là apparaisse, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe. Tu vois, il peut y avoir aussi des éléments dans la dimension d'intention, de condition, qui vont apparaître aussi, des liens qui se font autour de ça. Merci. C'est ce que je peux te partager, Ariane. Après, je ne suis pas une experte non plus, mais je peux te partager ça. Merci Nathalie, beaucoup. tu avais levé la main. Merci, Ariane. Oui, du coup, ça me suscite une petite question, alors qui est peut-être un petit peu méthodo, mais du coup, à ton sens, si on explore comme ça et qu'on va un petit peu dans les détails du paysage, comme le questionnement est quand même très itératif et très répétitif, est-ce qu'on ne prend pas le risque qu'à un moment, ça fatigue le client? Je ne sais pas, c'est une hypothèse, hein. Et combien de temps, du coup, parce que là, nous, on a fait 7 minutes, c'était effectivement court, mais on l'a fait. Est-ce qu'on peut dire que sur, je sais pas, 20 minutes, j'ai peur que des fois, je me dis, est-ce que ce ne serait pas trop long? Écoute, ça, c'est une crainte que tu as. Moi, de mon expérience, on peut explorer sur des temps relativement longs. Après, c'est aussi le client qui va de lui-même aussi, enfin ça se fait à deux, hein, donc il y a de lui-même, le client va après revenir peut-être dans un espace plus de l'ordre des liens qu'il va faire avec son sujet. Et j'ai envie de dire que c'est sûrement quand c'est mûr pour lui, il va revenir dans quelque chose de l'ordre du plus, en fait, des résultats concrets, en tout cas des éléments un peu plus tangibles qu'il va pouvoir faire sortir de sa métaphore. Parce que encore une fois, dans la dimension des questionnements des conditions, il y a aussi ce que peut apporter l'image, comme idée pour commencer à avancer dans le bouclage. Mais merci à toi. Après, je n'ai pas toutes les réponses, hein, Nathalie, mais merci à toi pour cette question en tout cas. Je ne sais pas si ça t'éclaire. Oui. Celles et ceux qui ont expérimenté, si vous avez aussi des éléments à partager, alors évidemment les coachs, mais aussi les clients, ça peut être intéressant d'entendre les clients. Ah,
On a des clients discrets. Je veux bien reprendre la main. Ouais, vas-y Nathalie, vas-y. Merci. Moi, j'ai trouvé ça très joyeux, en fait, d'être cliente, du coup. Alors, j'aime bien les symboles, les histoires, les tout. J'ai un peu l'habitude de faire, mais j'avoue que j'ai été surprise par l'image qui s'est présentée, donc c'était rigolo. J'ai trouvé ça joyeux. D'accord. Et facile. Et finalement, je suis quand même arrivée à des pistes d'action à la fin, même si on était resté à comment tu es là avec ta demande de départ. Okay. Ça me donnait beaucoup de vertu. Ouais. Merci Nathalie pour ce partage. Moi, je peux faire un petit partage. Vas-y. Non, très court pour dire que je pense que quand on arrive à la métaphore, c'est ce qui permet un certain lâcher prise. Et qu'il y a un petit contrôle avec les questions et la métaphore permet quelque part à son esprit de partir et d'être plus dans une position de lâcher prise. Voilà, c'est mon ressenti. Merci Géraldine. Il y a cette dimension de transport en fait de la métaphore qui s'opère à un moment, c'est-à-dire qu'on va se connecter à d'autres endroits, y compris des endroits très inconscients autour de ça. Merci à toi. Moi, en tant que coach, j'ai trouvé moi, j'ai trouvé ça confortable parce que ça m'a permis vraiment de rester dans les mots de l'autre et de pas interpréter, quoi. J'étais vraiment, voilà, je me suis laissée guider par les questions et alors j'avais une très très bonne coachée qui s'est laissée qui a fait son chemin. Et donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment confortable. Merci Bernadette pour ce partage. Alors, je sais, ce que je partageais aussi, c'est qu'effectivement, ces questions peuvent avoir l'air simplistes, hein, voire minimalistes, et qu'en même temps, c'est la vertu aussi du processus, quoi. C'est qu'en étant vraiment dans ces questions très simples, en utilisant les mots du client, c'est ça qui le loge, qui va lui permettre d'explorer son paysage métaphorique. Même si ça peut être très inconfortable parce que nous avons des habitudes d'enrober nos questions parfois, de type de langage, de pousser aussi nos interprétations. Et c'est vrai que ça peut être un peu perturbant au démarrage. Rémi, tu voulais partager aussi? Je voulais dire que en termes de sensations, je trouvais que cette approche-là, elle est vraiment très communicationnelle. C'est un peu comme si on ouvrait un port Waco sur son inconscient, suivant ses propres sensibilités. J'ai trouvé ça, la simplicité des questions avec finalement l'intensité, la profondeur de ce que peut être le symbole. Il y a un tel contraste entre les deux que j'ai l'impression qu'on ouvre un port de communication sur ce qu'on a conscience. C'est rigolo. Voilà, je voulais partager avec vous. Merci Rémi. Et pour l'illustrer, ce que j'ai pu observer chez les deux personnes qui ont été accompagnées, c'est que les yeux partaient à droite, à gauche, qui faisaient vraiment penser qu'il y avait un dialogue intérieur et quelque chose qui se passait tout au fil de ces questions. Et c'était vraiment très, 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 très sympa à observer. Merci Christophe. Effectivement, quand je me suis documentée et que j'ai expérimenté, j'ai remarqué aussi cet effet-là. C'est-à-dire cet effet finalement vraiment d'intériorité du client qui est visité par lui et jusqu'à même parfois ne plus regarder le coach. Alors en général il se reconnecte à le client, mais on se reconnecte ensemble, mais c'est vrai qu'il peut y avoir j'ai observé aussi des effets comme ça. Merci Christophe. D'autres je voulais juste partager Anouk. Oui, quand le coach peut être à l'aise avec l'approche symbolique, et si le coaché ne l'est pas nécessairement, si justement il n'arrive pas à mettre des mots ou mettre un symbole, une métaphore, voilà, qu'il est un peu dans la résistance, tu es obligé de laisser filer. Oui, tu es obligé de laisser filer. Après, c'est aussi dans la relation, dans la durée avec le client, moi je trouve que ça se crée, c'est-à-dire que ce sont aussi des habitudes et une confiance de travail ensemble avec ces approches-là qui se créent petit à petit. Peut-être que je ne vais pas utiliser ça moi, au début, mais en tout cas, c'est une façon au fur et à mesure de créer, de faire se connecter aussi le client à cette dimension-là. Mais je partage qu'effectivement,
nous n'avons pas tous la même facilité à y aller, et en même temps, je trouve que c'est très universel quand même, quoi. Ça marche relativement bien. Ouais. Merci beaucoup, Sophie. Mais évidemment, on force pas, je suis d'accord. J'avais une question, Anouk. Je voulais savoir justement dans quel cas tu l'utilises. Est-ce qu'il y a des demandes qui s'y prêtent plus que d'autres? Alors, je l'utilise dans plein de situations différentes, mais je trouve que ça se prête bien soit à travailler sur un état désiré, soit à devenir sur quelque chose que le client souhaite réussir, soit aussi de travailler sur des situations, des difficultés, une difficulté relationnelle pour la rendre, qu'on puisse l'explorer en fait, que le client puisse aller élargir son champ de conscience par rapport à la représentation qu'il se fait de sa situation. Et je trouve que ça fonctionne bien dans ces deux dimensions. En tout cas, c'est celle dans lesquelles je l'ai utilisée. Et puis, il y a quelque chose que j'ai envie de faire, c'est l'utiliser en collectif, parce que je sais que ça s'utilise aussi en collectif, notamment sur du partage de représentation, en tout cas, du partage de la résolution de situations difficiles. Donc, j'ai envie aussi de l'explorer en collectif, avec un voyage collectif autour d'une image qui émergerait pour un groupe. Mais ça, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Merci. Nathalie, j'ai vu que tu avais levé la main avant que nous nous quittions. J'ai oublié ma question. Ça ne devait pas être très important. Bon, ça reviendra peut-être. Un dernier pardon, c'est revenu. C'était une remarque, mais justement, je me posais la question de savoir si j'avais peut-être pas un peu forcé une fois, parce que j'avais un client qui était particulièrement résistant, comme ça a été dit, aux métaphores, donc très, très enfermé dans son corps, dans son mental, etc. Et comme au bout de quelques séances, comme je connaissais bien, c'est un voileux. Et c'est vrai que je l'ai amené dans cet univers de la voile. Et là, tout d'un coup, il y a vraiment des choses qui s'est ouvert pour lui. Il a été capable d'aller chercher des métaphores, des images, des choses comme ça, des ressentis corporels. Mais c'est vrai que je l'ai un peu orienté, en tout cas au moins au départ, dans un univers qui n'était pas son univers professionnel, justement, mais pour lui faciliter la tâche. Parce que sinon, je crois que j'aurais lâché l'affaire. C'était... Après, nous avons aussi des clients qui sont kinesthésiques, donc c'est parfois un espace, l'image ne leur parle pas toujours, et il peut y avoir, mais à mon sens, le travail peut se faire aussi avec des sensations. Je pense que c'est quelque chose, je suis persuadée qu'on peut le tester et l'expérimenter aussi avec des sensations. Autour d'une sensation, où est-ce qu'elle se trouve, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après la sensation, qu'est-ce qu'elle fait émerger. Je pense qu'il y a aussi une possibilité, en tout cas, si tu as envie de tester. Oui, merci. C'est un peu le principe de la masterclass sur le coaching sensoriel aussi, sur le toucher, sur le son. Ouais. Que j'ai faite et que je recommande à tous. Sur le goût. On y était ensemble, Nathalie, d'ailleurs. Sophie, mais je ne te reconnais pas. Non, mais je suis attachée. Elle a les cheveux attachés. C'est ça, alors. On est dans les petites vignettes. Ouais, c'est super. Ouais. Super. En tout cas, moi j'ai envie de on va se quitter, j'ai envie de vous remercier vraiment beaucoup pour votre participation, votre écoute comme toujours curieuse et attentive. Je suis ravie de vous avoir vu là avant les fêtes. Je vais vous souhaiter à chacun et chacune de très belles fêtes de fin d'année. Le phosphore, vous savez qu'il est enregistré et donc vous pouvez le retrouver si vous avez envie de le retrouver, si vous le cherchez, le réécouter sur la chaîne YouTube d'International Mosaïque. Vous pouvez vous y abonner aussi. Comme ça, vous avez les infos quand les vidéos sont postées sur le site. Et puis, le prochain phosphore, c'est le 26 janvier. Ce sera Dessiner, rendre visible l'invisible, animé par Alban Montreuil. Voilà pour ce que je voulais vous partager. J'ai été très heureuse de passer ce moment avant les fêtes en votre compagnie et je vous dis au plaisir de vous croiser à nouveau dans d'autres aventures, d'autres phosphores. Voilà, à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Salut. Salut.